Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Sigmund Freud. Quand j'étais à l'université, j'ai une licence de psycho, j'ai dû étudier Freud parce que Freud c'était vraiment voilà, l'inévitable en fait, parce que il est considéré comme une figure majeure, comme le père de la psychanalyse. Donc j'ai eu des professeurs, des gens émérites qui étaient complètement fans de Freud, qui écrivent quasiment tous les ans des livres sur Freud, enfin qui sont complètement en admiration et en continuité voilà, du patriarche freudien. Je l'appelle le patriarche freudien parce qu'il a vraiment une influence qui est presque au-delà du professeur en fait. C'est au-delà d'une influence professorale. Il est pour ceux qui le suivent une sorte de maître à penser, de père. Et d'ailleurs, quand on lit Freud, parce que du coup j'ai dû lire beaucoup d'ouvrages de Freud pendant mes études, il y a chez Freud une invitation comme ça à l'admiration. C'est quelqu'un qui, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de se présenter au monde, génère une emprise. Il génère une emprise dans le sens qu'il va sous-entendre qu'il est un génie, qu'il est une figure légendaire. Voilà. D'ailleurs, je vais vous citer, mais on pourrait en citer plein en fait, mais je vais vous citer un exemple. Freud, par exemple, quand il parle donc de l'invention de la psychanalyse et de sa découverte, entre guillemets, de l'inconscient, parce qu'en fait, il a repompé ça sur d'autres auteurs, il dit, et je vais citer une anecdote qui est issue de sa correspondance avec Marthe Robert, l'humanité a vécu 3 grandes blessures narcissiques. La première en apprenant avec Copernic que la Terre n'était pas au centre de l'univers mais le Soleil, donc on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme. La seconde blessure narcissique de l'humanité avec Darwin, en découvrant que l'homme n'est pas créé par Dieu, mais descend du singe par sélection naturelle. Et la troisième, avec moi-même, donc c'est ce que dit Freud, en découvrant l'inconscient et le fait que le moi n'est même pas le maître dans sa propre maison. Freud nous dit qu'il a humilié l'humanité parce qu'il est un scientifique tellement éclatant, pas parmi les scientifiques les plus légendaires du monde, parce qu'il a fait réaliser à l'humanité qu'en fait, les êtres humains n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes, mais qu'ils étaient dirigés par des motifs inconscients et par cette instance psychique qui est l'inconscient. Tout ça, ça fait partie d'une ambition freudienne qui, Freud, il a toujours voulu être considéré comme un scientifique. Il était médecin et il a toujours voulu que la psychanalyse, ça soit considéré comme une matière scientifique. Et à ce titre, que ça ait l'autorité de la vérité, l'autorité de l'observation des faits. Et donc lui, il considère que sa théorie du fantasme, donc avec le complexe d'Oedipe, selon quoi tout enfant et tout névrosé en fait se construit sur un fantasme inconscient de tuer le père et de s'unir à la mère pour les hommes et l'inverse, syndrome d'Electre pour les femmes, et ben, il considère que c'est un fait scientifique, que c'est une vérité, et donc à ce titre c'est imparable. Donc, et ça c'est un peu au cœur du fonctionnement freudien, c'est que Freud, on ne peut pas vraiment le contredire. Il a un mécanisme de défense intellectuelle très particulier, Freud, c'est que quand on le contredit, c'est qu'en fait on est d'accord avec lui. Et alors chez Freud, c'est si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous êtes en résistance, c'est-à-dire votre inconscient résiste, et cela prouve bien à quel point ce que je dis c'est vrai. Très très fort, très 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 fort. Et quand on lit par exemple Le crépuscule d'une idole de Michel Onfray, on s'aperçoit que Freud est complètement obsédé par un désir de grandeur, qu'il a réussi à assouvir d'ailleurs, donc à devenir une grande figure, et qu'il est prêt pour assouvir ce désir de grandeur à toutes les usurpations, à toutes les vilainies. On sait que Freud a inventé des cas de guérison. Ça, pour moi, c'est plus anecdotique et je ne vais pas approfondir là-dessus. Si vous vous intéressez à tout le côté mégalomaniaque et usurpateur de Freud, je vous invite à lire Le crépuscule d'une idole de Michel Onfray et Le livre noir de la psychanalyse, où vous aurez tout un tas de références qui vous permettront donc de comprendre en quoi Freud a menti, Freud a usurpé, et Freud était mégalo. Donc Freud, il avait le méga melon. Voilà, je vous ai fait une petite illustration de Freud avec un gros melon. Il attribuait d'ailleurs son fonctionnement à l'humanité tout entière. Freud, il dit dans un de ses ouvrages sur le roman familial, il dit que tout névrosé, et en fait toute personne, se construit sur 2 grandes pulsions qui sont le désir de grandeur et la défense de l'inceste. Et en fait, quand on réfléchit un tout petit peu,
il est évident que c'est faux en fait. Il est évident que l'humanité tout entière n'est pas construite sur la mégalomanie et sur l'effroi et le fait de se défendre de l'inceste. Freud, oui. Freud, il est construit comme ça. Freud, il fonctionne comme ça. Mais pas l'humanité tout entière. Et en fait, Freud, il a ce mécanisme de déni basique qui est d'attribuer à l'extérieur ce qu'il porte en lui. Ce qu'on porte en déni, on a tendance à le voir partout autour de soi. Et chez Freud, c'est carrément... alors il a construit toute sa vie là-dessus. Hein. Freud, il est dans un déni monumental de lui-même. Et souvent, quand on lit des ouvrages, des articles qui sont à charge contre Freud, on s'attarde beaucoup sur le côté usurpateur, mégalo, la cocaïne. On sait que pendant plusieurs années, Freud a été un partisan de la cocaïne pour remplacer les opioïdes. Donc en fait, lui, il pensait que c'était une bonne façon de remplacer la morphine qui provoquait de l'accoutumance et avait toutes sortes d'effets secondaires qui étaient pas bons en fait pour les patients. Donc il s'est dit, bon, bah, on va essayer la cocaïne. Et donc lui, il a beaucoup consommé de cocaïne. Peut-être que ça n'a pas aidé sa mégalomanie d'ailleurs, parce que c'est bien connu que la cocaïne en général, ça n'aide pas. Quand vous avez des pulsions mégalo, ça n'aide pas trop de passer ses journées à se coquer. En général, ça n'aide pas. Mais alors au-delà de ça, parce que moi en fait tout ça, pour moi c'est anecdotique. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important et surtout c'est pas le plus important pour les patients. Parce qu'en fait pour moi c'est vraiment un problème que Freud soit si important, si influent, parce qu'il y a dans sa théorie quelque chose qui est contraire aux propos de la psychanalyse. La psychanalyse, si j'exprime ça très simplement, c'est une méthode thérapeutique qui vise à se connaître soi-même pour se libérer, s'émanciper de ses névroses, si j'exprime ça très simplement. Or, pour moi, le problème, c'est que dans la théorie freudienne, il y a un mécanisme de déni qui est tellement fort que si on applique la théorie freudienne sur des gens, sur des patients, en fait, on les enferme encore plus dans leurs problématiques. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Mais avant, pour que vous vous rendiez bien compte d'à quel point Freud est chargé, je vais vous partager une petite anecdote qui vient de Jung. Jung était très très proche de Freud, donc ils ont été extrêmement amis pendant une longue période, et puis il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture idéologique qui était liée aux théories de Freud. Et justement, Jung n'était pas d'accord avec les théories sexuelles de Freud, parce que vous savez qu'avec Freud, tout passe par le sexuel. Et Jung n'était pas d'accord avec ça. Mais il y a aussi des raisons plus humaines, plus relationnelles de leur rupture. Et quand on lit les correspondances de Jung et de Freud, on s'en aperçoit assez vite. Donc je vais vous les relater. Ce sont les syncopes de Freud. C'est-à-dire que Freud, lors de conversations banales avec Jung, il rentrait en syncope. Il faisait des crises de panique, de colère et de panique, sur des conversations tout à fait banales. Et toujours en relation avec ce délire freudien de meurtre du père. Et à un moment donné, Jung il s'est retrouvé à être un peu le fils symbolique de Freud. C'était pendant la montée de l'antisémitisme, et en fait, Freud avait peur de l'antisémitisme. Et donc, il voulait ce qu'il appelle une caution aryenne, hein, c'est les mots de Freud. Hein. Il voulait qu'au pouvoir, dans sa société psychanalytique, il y ait un aryen. Et Jung, en plus d'être un ami de Freud et d'être un fervent admirateur à cette époque-là de Freud, il était aryen. Et il parlait couramment allemand. Donc c'était pratique. Et donc, comme Freud est assez calculateur, il s'est dit, bon, bah, je vais mettre en présidence de ma société psychanalytique un aryen, et comme ça va nous protéger de l'antisémitisme. Et il le disait lui-même, il disait que Jung pourrait être une caution aryenne qui protégerait le mouvement de l'antisémitisme. Ce qui est intelligent, hein, parce que Freud est très intelligent, je le rappelle, et il est fou, mais très intelligent. Donc, Jung, il est en quelque sorte valorisé au rang d'héritier, de numéro 2 du groupe. Et donc, dans la psychologie freudienne, symboliquement, il devient un peu son fils, hein, son dauphin. Voilà. D'ailleurs, il l'appelle comme ça. Il dit, vous êtes mon dauphin, voilà, mon héritier. Vous allez être le président de la société psychanalytique. Et en plus, ça va nous protéger de l'antisémitisme. Et donc, ils ont une conversation banale, hein, parce qu'il faut savoir que ce sont tous les deux des médecins. Donc Jung parle à Freud des cadavres des marais
qui sont étonnamment bien conservés, parce qu'il y a une acidité dans la tourbe qui fait que les cadavres des marais qui remontent sont très bien conservés. Donc ils parlent de ça, voilà, ce sont des médecins, ils ont des discussions de médecins. Il faut savoir que Freud, il a fait des dissections dans sa vie, des dissections de cerveau, donc il n'y a rien de choquant, hein. Pour nous, ça peut paraître bizarre, mais pour eux, c'est des conversations banales. Ils discutent de cadavres. Alors pendant cette conversation, Freud, il va littéralement partir en transe. Il va avoir une crise de panique, et c'est vraiment décrit comme ça, c'est-à-dire qu'il va s'évanouir de terreur. C'est pour vous montrer le caractère délirant de Freud. Vous allez voir. C'est un petit extrait qui est tiré de la biographie de Jung, édition Gallimard 1966, page 187-188. Alors j'ai une autre édition là, où on peut aussi trouver les mêmes extraits. Donc voilà, je vous lis mot pour mot ce que dit Jung. Mon intérêt énerva Freud. Mais que vous importent ces cadavres, me demanda-t-il. Et pendant une conversation là-dessus, à table, il eut une syncope. Plus tard, il me dit avoir été persuadé que ce bavardage à propos des cadavres des marais signifiait que je souhaitais sa mort. Je fus plus que surpris de cette opinion. J'étais effrayé, surtout à cause de l'intensité de ses imaginations qui pouvaient le mettre en syncope. Dans une circonstance analogue, Freud eut encore une syncope, donc une deuxième syncope, en ma présence. C'était pendant le congrès psychanalytique de Munich en 1912. Donc, alors, la deuxième syncope, que je vais vous relater aussi, c'était encore sur une conversation complètement banale. En fait, Jung et Freud parlaient d'un pharaon, Aménophis IV, et ce pharaon, il a instauré une nouvelle religion monothéiste, et donc pour cela, il a fait détruire toutes les stèles qu'avait construites son père, donc de l'ancienne religion, pour mettre des statues représentant la nouvelle religion. Évidemment, Freud, il est terrifié par ça parce qu'il voit dans le mouvement de ce pharaon un désir de tuer le père. Et chez Freud, c'est une obsession, tu vois, le truc, on veut tuer le père et tout, c'est un truc... Mais vraiment, il est obsédé par ça et il tombe dans les pommes en faisant des crises de terreur dès qu'il a des conversations banales à propos du fait de tuer le père. C'est pour vous montrer à quel point Freud, il est fou. Voilà. Et évidemment, Jung, il est beaucoup plus relax vis-à-vis de ça, et il dit, mais non, en fait, c'est une émancipation, c'est un acte créatif, voilà, c'est le fils qui réinvente la civilisation, et c'est quelque chose de sain. Et Freud, alors là, il part en crise totale, et il va nous refaire une syncope, la deuxième. Donc je vous lis encore une fois les extraits, les mots de Jung. Freud s'écroula de sa chaise, sans connaissance. Nous l'entourâmes sans savoir que faire. Alors je le pris dans mes bras, le portai dans la chambre voisine et l'allongeai sur un sofa. Déjà, tandis que je le portais, il reprit à moitié connaissance et me jeta un regard que je n'oublierai jamais, du fond de sa détresse. Quoi que ce soit qui puisse avoir par ailleurs contribué à cette faiblesse, ces deux syncopes ont en commun la fantaisie du meurtre du père. Freud, précédemment et à plusieurs reprises, m'avait laissé entendre qu'il me considérait comme son successeur. Donc on voit qu'il y a une dimension tout à fait délirante chez Freud, hein, qui est toujours en lien avec un transfert paternel. Hein. C'est cette histoire voilà, que le père doit être tué. C'est absolument essentiel hein, chez Freud, on voit que ça revient tout le temps. Et que ça le déborde, c'est-à-dire que c'est relié, il y a une information derrière ça qui est tellement forte dans le système mental de Freud que le gars tombe dans les pommes quand il est ne serait-ce que face à une anecdote ou un contexte qui va évoquer le fait que le fils puisse défier le père, le gars tombe dans les pommes de terreur. C'est pour vous montrer le niveau de délire, en fait, de démence de Freud. Freud, il est dément. Moi, si je suis en collaboration avec quelqu'un et qu'on a des discussions banales et que le gars fait une crise de panique et tombe dans les pommes sur des discussions banales, il est évident que je me dis, oula, le mec a un gros souci là. Et en plus, si le gars a une influence énorme, a énormément d'argent et de pouvoir, et construit toute une théorie à partir de ça, je me dis, oulala, là on est dans la panade. Et c'est un peu ce qui se passe. On est dans la panade avec Freud parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a acquis une notoriété et une puissance incroyable et on s'aperçoit qu'en fait, il est un peu fou, quoi. Cette idée donc, que le fils va tuer le père, c'est central dans le psychisme de Freud et il va projeter ça partout, tout au long de sa carrière.
Donc il va projeter ça sur ses patients, sur ses collaborateurs, sur le monde entier en fait. Voilà, il va dire que l'humanité tout entière, elle est comme ça. C'est pas l'humanité tout entière qui est comme ça, hein. D'ailleurs, quand Jung et Freud discutent, il n'y a que Freud qui fait une crise quasi épileptique où il tombe par terre dans les pommes parce qu'il pense qu'on veut le tuer s'il est en posture paternelle. Donc on voit que c'est un problème de Freud en fait. Freud, il a un gros problème mental et puis il pense que la Terre entière est comme ça. Voilà, c'est très simple en fait, hein. Évidemment, Jung, il ressort de ces échanges choqué, préoccupé, et en plus, il est un peu sous emprise. Il en parle d'ailleurs, hein, il dit que c'est compliqué parce qu'il faut savoir que Freud a 20 ans de plus que lui, a beaucoup d'influence, a eu une grande influence aussi structurelle sur Jung. Ça a été un peu une figure paternelle, enfin un repère, hein. D'ailleurs, dans repère, il y a re et père, hein, donc c'était un peu une figure de père de substitution, en tout cas sur le plan intellectuel. Donc il y a vraiment eu un transfert des deux côtés, hein. D'ailleurs, Freud était assez fort pour construire des transferts paternels comme ça. Ce qui est logique puisqu'il est complètement construit là-dessus. Et donc Jung, il a un peu de mal à s'opposer à Freud, hein, il en parle d'ailleurs, mais il finit quand même, parce qu'il s'aperçoit que le gars est quand même hyper dysfonctionnel, donc il finit par le mettre à distance, hein, mais c'est un peu compliqué. Et puis de toute façon, quand Freud sent qu'il a moins d'influence, bah, il s'en sépare aussi, puisque de toute façon, il est tellement parano avec cette idée que ses fils spirituels vont le tuer, hein, que évidemment, dès qu'on commence à plus lui dire oui pour tout, il commence un peu à, tu vois, ça va pas très bien. Ça aussi, c'est un côté très gourou, hein, c'est-à-dire que soit tu me suis à 200%, soit je vais commencer à t'écarter, tu vois. Et ça, Freud, il est comme ça, parce que pour moi, Freud, il est fou et il a ce type de folie particulière, c'est-à-dire que c'est un type de folie qui est mêlé à du pouvoir et à de l'affabulation, donc c'est de la folie des gourous. C'est les gourous qui sont comme ça, qui sont affabulateur et à la fois surpuissant. Et Freud, c'est un peu un gourou. Et alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est que pour qu'un gourou domine, il faut qu'il remplisse une fonction. C'est-à-dire que des gens qui délirent, il y en a plein. Tu sors dans la rue, tu vois des gens qui délirent, tu vois, qui sont SDF et qui délirent. Sauf que ces gens ne sont pas suivis par des milliers de personnes. Pour que tu sois suivi par des milliers de personnes, il faut que ton délire rentre en résonance et une fonction systémique dans un groupe social. Et je prétends que le délire freudien, il a une fonction systémique. Et une fonction systémique qui relève de quelque chose d'assez terrible parce que c'est lié à l'abus. Et ça, je vais vous en parler. En fait, si Freud il est fou comme ça avec l'inceste et le meurtre du père, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose derrière ça. Et d'ailleurs, le déni, c'est pas quelque chose d'hasardeux. Si un système psychique crée du déni, il y a une raison, il y a une fonction. Et on va parler de ça, parce que ça, c'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour expliquer quelque chose aussi à propos de tout le monde, en fait, au-delà du déni de Freud. Donc le déni, basiquement, en tout cas un des mécanismes de base, c'est déjà voir partout ce qu'on n'arrive pas à voir en soi. Ça, c'est un truc de base. Donc chez Freud, c'est pas compliqué, hein, il faut retourner l'information. En fait, c'est Freud qui veut tuer son père. Il faut retourner l'information. Vous voyez, donc Freud, il dit oui, l'enfant se construit sur un désir d'inceste. Donc ça, c'est le déni. On retourne l'information. En fait, le désir d'inceste, il vient donc du père. Parce que la vérité, en fait, c'est l'inverse du déni, hein. Et vous allez voir que chez Freud, on tombe la fléchette dans le mille. C'est-à-dire que, en fait, il y a effectivement des faits d'inceste de la part du père de Freud. Oh là là, quel merveilleux hasard! Non, mais en fait, voilà. Quand tu vois que quelqu'un est en déni, c'est pas très très compliqué de réussir à retourner un déni, il suffit d'inverser tout ce que dit la personne. Puisque c'est vraiment, le déni, c'est un peu le socle de la perversion. Pervers, ça signifie à l'envers, un retourné. Et en fait, toute l'information, elle est mise à l'envers, de façon en fait à ne jamais voir la vérité. Mais la vérité, elle est tellement insoutenable, elle est tellement forte qu'elle déborde le psychisme. Donc les gens qui sont en déni sont obsédés. Ils sont obsédés toujours par les mêmes sujets. D'ailleurs, Freud, il était obsédé par deux choses, on peut dire. Trois, le meurtre du père, la quête de grandeur et la défense de l'inceste. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Alors lui, il attribuait ça à toute l'humanité, mais en fait, c'est lui qui fonctionne comme ça. D'ailleurs, toutes ces choses sont reliées en une seule, hein. La défense de l'inceste,
Donc en fait, il vient d'une famille où le père est incestueux, et ça a été prouvé, hein, il le dit même lui-même en fait, avant justement de rentrer en déni, on va en parler. Donc la défense de l'inceste, ça mène au désir de tuer le père, puisque le père devient une menace inouïe, ça devient une menace fondamentale. L'inceste, c'est un meurtre hein, sur le plan psychique. Quand un père abuse ses enfants, sur le plan psychique, il les tue. Hein. Et donc ça provoque quelque chose d'inacceptable pour le système, qui est qu'en fait l'enfant, il veut se défendre. C'est même presque physiologique. Donc il y a un désir de tuer le père qui est immense, et une panique et une terreur qui est immense. Et il y a un désir de se protéger de ça. Et donc le psychisme, il se construit là-dessus. De quelle façon on se protège de ça? Donc vous avez un géant qui vient vous abuser. Comment vous vous protégez de ça? Vous vous protégez de ça d'abord en devenant vous-même un géant. Donc ça crée une mégalomanie. En fait, chez les gens qui ont été abusés enfants, il peut y avoir, pas toujours, voilà, il peut y avoir un besoin énorme de renarcissisation. Donc un besoin de devenir soi-même effrayant, de devenir soi-même très très influent, très puissant, pour être protégé. Sauf que ça se mord un peu la queue, parce que dans le système freudien, si vous êtes en posture de puissance, eh bien vous êtes menacé de mort. C'est-à-dire si vous êtes le père, si vous êtes la puissance, eh bien vous êtes amené à vous faire tuer par les fils. Donc vous voyez, c'est là où tout est un peu tordu. Tout est un peu tordu parce que l'information d'origine, elle est refoulée. Donc du coup, déni, donc du coup, folie, délire, crise de panique et théories fumeuses. Voilà, parce que du coup, ce sont des théories fumeuses puisqu'elles sont construites sur un énorme déni. Ok, d'ailleurs, Freud, quand il raconte un peu la construction psychique de l'humanité, il a cette théorie qu'il appelle la horde primitive. Donc en fait, dans l'idée freudienne, à l'origine, il y avait une espèce de horde avec un père, un espèce de père tyrannique et tout-puissant, qui dominait la horde. On est presque dans un système de loup, hein, un système animal. Et donc le père, il s'attribue toutes les ressources, toutes les femelles. Et donc à un moment donné, dans la horde primitive, les fils se réunissent et tuent le père. Et ensuite, ils culpabilisent d'avoir tué le père. Et ils fabriquent un espèce de totem du père. Et donc, ils créent une société en créant un interdit et une culpabilité d'avoir tué le père. Et donc, ils interdisent de tuer le père. Bon, voilà. Et donc, Freud, il explique qu'en gros, l'humanité, elle se construit comme ça. Bon, de toute façon, ce sont les théories freudiennes qui viennent tous de son délire. Donc, bon, moi, j'ai étudié ça à la fac. On en était gavés. Hein, on nous disait que c'était la vérité. Bon, on verra. Moi, quand j'étais en licence de psycho, donc j'ai dû lire plein de livres de Freud, j'étais passionné, je voulais avoir mes examens, donc j'apprenais Freud par cœur. Il y avait des choses qui me dérangeaient, et je me souviens très très bien de ce sentiment qu'on m'avait donné quand j'avais essayé de dire ouais, mais quand même, sa théorie du tout sexuel, c'est un peu zarbi et tout. Enfin, moi, puis en plus, moi, j'étais animateur pour enfants à cette époque-là, donc je fréquentais plein d'enfants en fait. Et franchement, ce que disait Freud, je ne le retrouvais pas dans les enfants, quoi. Donc je trouvais ça un peu bizarre et même un peu malaisant, un peu tordu, quoi. Son délire là où l'enfant se construit sur le désir de l'inceste et tout, je trouvais ça très chelou, quoi. Très 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 chelou. Et puis je me rappelle que quand j'avais essayé d'en parler avec mes professeurs, on m'avait fait comprendre, enfin gentiment, hein, mais clairement, que moi j'étais un étudiant, quoi, que j'étais un peu teubé, voilà, que j'étais pas grand-chose, un petit pustule, et que là, en fait, il fallait laisser les grands hommes parler, quoi. Et donc Freud, c'est un grand auteur, c'est quelqu'un de très respecté, tu vois, il y a plein de gens qui sont bac+10, qui sont à fond dans Freud, donc moi je suis personne, je suis un gros teubé, donc à quel moment je viens défier Dieu, quoi. Voilà, en gros mais vraiment, c'est un peu ce qu'on m'a rétorqué. Et puis moi, bon, moi à cette époque j'avais 20 ans, j'ai fait, ils doivent avoir raison, tu vois, ils sont plus grands, plus gros que moi. Donc je me tais et puis j'apprends tout par cœur et je répète hein, comme un gros mouton, voilà ce que dit Freud, même quand ça me paraît débile. Je le répète et puis comme ça j'ai des bonnes notes et puis comme ça je suis diplômé et puis comme ça après je suis crédible. Vous voyez comment un système complètement con se construit, hein, parce que c'est complètement con en fait. Mais, mais c'est complètement con, mais malheureusement c'est comme ça dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs aujourd'hui j'ai une façon de penser complètement différente. Moi je crois vraiment en l'autonomie. Hein. Pensez par vous-même. Et on s'en fout que les gens soient bac+10, que ce soit des grands prêtres, des grands... voilà, on s'en fout. Ce qui compte c'est ce que vous ressentez vous. Et parce qu'au final j'avais raison.
Donc, des années plus tard, en fait, j'ai lu la correspondance de Freud avec Fliess. Et elle est assez extraordinaire, cette correspondance. Elle a été censurée jusqu'en 2006. Elle a fait partie du corpus de textes qui s'appelle La naissance de la psychanalyse. Et en fait, on y voit les balbutiements de comment Freud a construit sa pensée. Et on y voit aussi beaucoup de confessions qui ont été, je le rappelle, censurées jusqu'en 2006, où en fait Freud avoue plein de choses à propos de lui-même. Et notamment, on y voit, donc avant qu'il construise sa théorie du fantasme, Freud il avait une autre théorie. Il avait une théorie qui s'appelait la théorie de la séduction, en laquelle il a cru jusqu'en 1896. Enfin, non, jusqu'en 1897. Mais il a commencé à vraiment la formuler en 1896. Et là, il a une théorie tout à fait différente de la théorie du fantasme. Et pour moi, c'était sa théorie avant le déni. Parce qu'il faut savoir que dans ma vision du déni, le déni, c'est un mouvement en deux temps. C'est différent du clivage et de l'amnésie. J'ai une autre vidéo qui s'appelle la dissociation, où là, je parle plus du côté clivage et dissociatif. Le déni, c'est en deux temps. Le déni, c'est un peu comme cette maman, tu vois, qui va ouvrir la porte de la chambre et qui va voir son mari avec sa fille. Et qui va voir donc un inceste. Et là, il va y avoir déni, c'est-à-dire qu'elle va voir, elle va refermer la porte et elle va dire « il ne s'est rien passé ». Voilà. Et donc, elle a vu, elle a fermé la porte, elle est rentrée en déni. Le déni, c'est en deux temps. Il y a un temps où on voit la vérité et un deuxième temps où on refuse cette vérité insoutenable, on la refuse. Et ça, c'est le déni. Et Freud, il a eu une phase avant le déni où il avait conscience des choses. Et donc la première théorie freudienne, avec laquelle je suis en accord, et je pense même qu'à ce moment-là, Freud il a 100 ans d'avance, c'est la théorie de la séduction. Freud, il parle donc dans ses lettres avec Fliess, il émet et il écrit des articles, qui sont donc tous des articles datés de 1896, l'époque où Freud n'était pas encore fou, où il n'était pas rentré en déni. Il parle de la théorie de la séduction. Qu'est-ce que la théorie de la séduction ? C'est une théorie qu'il a construite à partir de l'observation des hystériques. Freud a commencé par travailler avec des hystériques. Et c'est une théorie étiologique. Donc l'étiologie, c'est les causes de la maladie, qui serait basée sur du traumatisme. En fait, au début, Freud, il a construit l'étiologie de l'hystérie en pensant non pas à un fantasme, mais que la cause de l'hystérie, parce qu'il avait un frère qui avait des troubles hystériques, et il avait aussi des sœurs, et lui-même d'ailleurs il en parle à Fliess, il avait lui-même des légers troubles hystériques. Il le dit lui-même. Hein. Et il dit que la cause de l'hystérie est liée à ce qu'il appelle des séductions, c'est-à-dire des atteintes graves de nature sexuelle sur des enfants. En gros, des abus sexuels. Et ça, c'était la première théorie freudienne. Et elle est incroyable, parce qu'on est plus d'un siècle avant MeToo. Et à ce moment-là, Freud, il met le doigt sur quelque chose sur un fléau de société, qui est le fait que dans la société, il y ait énormément d'abus sexuels. Et à ce moment-là, Freud, il est vraiment en avance sur son temps. Non seulement parce qu'il réalise le fait que en fait, la société, elle est remplie d'abus sexuels, et donc déjà, ça c'est un truc énorme, donc c'est MeToo 100 ans avant MeToo, et en plus, il construit une théorie psychanalytique qui place le traumatisme au cœur de la théorie. En gros, il explique que les symptômes seraient une sorte de langage, un langage crypté, qui en fait exprime un traumatisme non résolu, un indicible. Et donc, c'est une approche clinique basée sur le traumatisme. Et là, Freud, il était incroyablement lucide et en avance sur son temps. Trop en avance sur son temps d'ailleurs, parce que à cette époque-là, la société était incapable d'accepter ça. Mais bon, il se confie à Fliess, à ce moment-là, dans ses articles et dans ses lettres, à propos de sa théorie des névroses. Dans tous les cas, écrit-il, les traumas sexuels appartiennent à l'enfance précoce. Il étudie un groupe de 13 patients, dont 2 hommes, et les traumas d'enfants que l'analyse a découverts pour ces cas graves durent être définis dans leur ensemble comme de graves dommages sexuels. Freud dresse alors la liste des abuseurs, prêtres, gouvernantes, enseignants, membres de la famille. Certaines de ces violences qu'il cite ont été commises quand les victimes avaient 1 an et demi ou 2 ans, mais la majorité d'entre elles ont été sur des enfants de 3 ou 4 ans.
Je pose donc comme affirmation qu'à chaque cas d'hystérie se trouve, reproductible par le travail analytique, malgré l'intervalle de temps embrassant des décennies. Donc là, il avait carrément conscience aussi de l'amnésie traumatique, du fait que les symptômes peuvent perdurer pendant des décennies après les abus. Donc il était vraiment en avance. Hein. Mais à ce moment-là, Freud, c'est pour ça que Freud est quand même un être exceptionnel, parce que pour être lucide à ce point, il faut être un génie quelque part. Et Freud était un génie, hein, mais pour moi, quelque part, l'époque n'était pas prête à recevoir ce que Freud a vu. Donc, je reviens. Malgré un intervalle de temps embrassant des décennies, il fallait à chaque fois, pour chaque cas d'hystérie, considérer un ou plusieurs vécus d'expériences sexuelles prématurées qui appartiennent à la jeunesse la plus précoce. Et il ajoute, dans la totalité des 18 cas, donc là c'est un deuxième groupe, hein, il a étudié un premier groupe de 13 personnes, puis un deuxième groupe de 18 personnes, d'hystérie pure et d'hystérie combinée avec des représentations de contraintes, 6 hommes et 12 femmes, je suis parvenu, comme mentionné, à la connaissance de telles expériences sexuelles vécues à l'âge enfantin. Donc il s'oppose notamment à la thèse héréditaire, ça n'est pas héréditaire, en gros c'est ce qu'il dit, ces personnes ont vécu des traumas de nature sexuelle. Le fondement pour la névrose serait posé à l'âge enfantin, toujours du fait d'adultes, et pour Freud a eu lieu en réalité une infection dans l'enfance. Bon, il s'exprime avec un langage qui est fin 19e, mais en gros, ce que Freud nous dit, c'est qu'il a étudié deux groupes, un groupe de 13, un groupe de 18, avec à chaque fois des hommes dedans, majoritairement des femmes, mais des hommes. À chaque fois, il nous dit que les symptômes hystériques sont en fait liés à des abus sexuels. Et en fait, c'est une bombe, c'est un pavé dans la mare. Parce que être conscient de ça en 1896, mais c'est un pavé dans la mare. Le mec, il a 100 ans d'avance. Et en plus, on est à l'époque, on est après l'ère victorienne, la bourgeoisie chrétienne. Donc on est à une époque où les femmes portent des corsets étouffants et tout, et où la morale est prépondérante. Vous imaginez, et où l'hystérie aussi est prépondérante, il y a énormément d'hystériques, vous imaginez si Freud sort ça. Vous imaginez les risques pour lui. Parce qu'il faut toujours, quand on considère un penseur, un scientifique ou même un philosophe, il faut toujours considérer le contexte. Par exemple, Darwin, quand il a sorti sa théorie sur l'origine des espèces, il a pris des pincettes mais extrêmes parce que c'était dangereux. Il remettait en cause les thèses créationnistes, donc les thèses que Dieu a créé l'homme. Et c'était hyper dangereux. Donc il a écrit 160 pages là où il aurait pu en écrire 3. Parce qu'il prenait des pincettes, parce qu'il avait très très peur des réactions religieuses qui pouvaient être extrêmes, et elles l'ont été d'ailleurs, mais qui pouvaient être encore pires. Et donc il a pris des pincettes pour ne pas se faire brûler, tu vois, pour ne pas se faire être mis au bûcher. Et Freud, à ce moment-là, il réalise quelque chose qui est aussi extrêmement dangereux pour lui. Parce que dénoncer les abus dans la société, qui étaient considérables à cette époque-là, encore plus considérables qu'aujourd'hui, donc vous imaginez, et la société était encore plus fermée et en fait folle, enfin en tout cas dans la façon dont les enfants et les femmes étaient traités, la société était complètement folle. Donc vous imaginez balancer un tel pavé dans la mare, vous imaginez ce qu'il risquait. Donc d'un côté, j'ai conscience que Freud il était dans le déni et il était un peu fou, mais je ne peux que l'excuser quand je réalise le contexte dans lequel il a réalisé ce qu'il a réalisé. Donc les yeux de Freud étaient ouverts, il se confie à Fliess, et là où ça devient encore plus dur pour Freud, c'est qu'en fait, il y avait des abus dans la propre famille de Freud. En fait, le père de Freud était un abuseur, un pédocriminel qui a violé son frère et 2 de ses sœurs. Et Freud en parle à Fliess dans les lettres du 8 et du 11 février 1897. C'est des passages qui ont été censurés jusqu'en 2006. Et donc on est à la fin de la période où Freud n'est pas dans le déni. Mais on est un peu à l'apogée, il va bientôt rentrer dans le déni là. Parce que là ça devient trop en fait. Ça devient trop insupportable pour Freud d'affronter la réalité. Et trop risqué aussi. Donc Freud dit « Le mal de tête hystérique avec pression au sommet du crâne, aux tempes, relève de scènes où, à fin d'action dans la bouche, la tête est fixée. Malheureusement, mon propre père a été l'un de ces pervers et a été responsable de l'hystérie de mon frère
et de celle de quelques-unes de mes plus jeunes sœurs. La fréquence de cette relation me donne souvent à penser. Dans tous les cas, il fallait accuser le père de perversion, le mien non exclu. Donc il faut savoir que le père de Freud, il est mort fin 1896. Donc vraiment, en fait, il y a eu une corrélation d'événements où en fait Freud a réalisé l'ampleur des abus, les conséquences des abus, son père est mort, et il a aussi mis des mots sur le fait que son père lui-même était un violeur. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Pendant environ un an, Freud il s'est trouvé submergé par la réalité des abus dans la société et dans sa propre famille. D'ailleurs, Bruno Clavier, célèbre psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur Freud, il émet l'hypothèse que Freud ait fait une amnésie traumatique d'abus qu'il aurait lui-même subis. Je vous invite à lire le livre de Bruno Clavier, Il ne savait pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles, où Bruno Clavier voilà, il élabore sur la psychanalyse et sur les abus et comment en fait la psychanalyse a été dans le déni des abus. En fait, la psychanalyse, elle a suivi le déni freudien, puisqu'elle est construite sur les théories freudiennes. Alors heureusement que Bruno Clavier existe d'ailleurs, parce qu'il m'a beaucoup aidé en fait à comprendre l'intuition que j'avais eue par rapport à Freud. Merci Bruno Clavier, si jamais tu tombes sur cette vidéo, merci. Voilà, c'est un peu grâce à toi si aujourd'hui j'arrive à comprendre tout ce que je comprends. Donc il est probable, c'est l'hypothèse de Bruno Clavier, que Freud ait été abusé et qu'il en ait fait l'amnésie. En tout cas, il n'a pas fait l'amnésie pour son frère et sa sœur, il a fait le déni plus tard, mais il n'a pas fait l'amnésie. L'amnésie et le déni, c'est différent. Dans l'amnésie, il n'y a aucune information. Tout est coupé. Dans le déni, il y a deux temps. Il y a un temps où on voit et un deuxième temps où on ferme la porte et on refuse. Mais il y a quand même eu un temps où on a vu. Et chez Freud, on voit qu'il a vu. Pendant à peu près un an, un peu plus, il a vu. Et puis après, il y a eu la mort de son père, il y a eu le fait de poser des mots sur tout ça. Ça a été trop dur, il a fermé la porte. En plus, dans les symptômes que Freud décrit chez les hystériques, tous les symptômes que Freud décrit, ce sont aussi des symptômes qu'il a lui-même. Et c'est là où on voit qu'il commençait à glisser dans le déni. Il parle de maux de tête insupportables, comme si la tête était prise en étau, de problématiques de mâchoire à répétition. Donc en fait, le corps hurle. Le corps, il hurle ce que l'esprit essaie de refuser, le corps le prend. Et on sait que le père de Freud, il imposait des fellations à ses enfants. C'est ce que Freud décrit. Et Freud, il décrit toute sa vie, il se plaindra de migraines insoutenables, et Freud, il aura plus de 30 opérations à la mâchoire. Donc on voit en fait qu'au niveau psychosomatique, Freud, il a tous les symptômes qu'il décrit lui-même chez les gens qui ont été abusés. Donc Freud, il décrit des symptômes qui sont en fait les siens. Il les décrit chez d'autres. Mais il ne fait jamais le lien avec lui-même. Donc on voit déjà que dès le début, il y avait quand même un truc où il y avait un début de glissement vers le refoulement, vers le déni. Fin 1897, Freud efface tout. Il transforme sa théorie de la séduction en théorie du fantasme. À ce moment-là, Freud va créer le fameux complexe oedipien et il va expliquer absolument tout à travers ça. Il va expliquer les comportements des peuples premiers, il va expliquer les comportements de ses patients, de ses collègues. En fait, l'humanité tout entière va être regardée par le prisme d'Oedipe. C'est génial parce que du coup, Freud n'est plus du tout menaçant pour la société. Parce que du coup, les névrosés, les hystériques, et même les enfants d'ailleurs, sont tous mis dans le même sac, c'est-à-dire que en fait, s'ils ont des symptômes un peu bizarres, un peu étranges, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'ils refoulent leur désir d'inceste et de tuer le père. Voilà. Donc tout va bien. Le père n'a rien fait, il n'y a pas d'abus dans la société, il n'y a pas de trauma partout, il n'y a pas en fait plein de victimes qui ne sont pas entendues, parce que c'est ça qu'en fait à la base Freud avait réalisé. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Si il ou elle est bizarre et fait des crises d'hystérie et a des symptômes bizarres, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien derrière tout ça. En fait, c'est juste que cette personne a des fantasmes antisociaux inconscients, des fantasmes bien dégoûtants d'inceste et de meurtre du père, mais la société n'est pas menacée, personne n'a fait de mal, c'est juste cette personne qui a des désirs dégueux et qui est folle. Donc tout va bien.
Donc, alors évidemment, et là ça devient un peu effrayant, la société a adoré la théorie freudienne. Et ça en dit long. Ça en dit long sur la société. Et c'est pour ça que cette vidéo, je voulais la faire, parce que en fait, pour moi, l'apogée de la théorie freudienne, elle est venue rencontrer le déni de la société, en fait. Et elle est venue nourrir, et elle est complaisante avec le déni de la société. C'est-à-dire que c'était du petit lait, c'était génial. Ça permettait en fait de ne jamais prendre en compte vraiment ce que disaient les symptômes des névrosés. Parce qu'en fait, les névrosés nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. Les symptômes que portent toutes ces gens nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. C'est que derrière tout ça, il y a des traumas et des agressions. Et derrière tout ça, en fait, il y a une culture qui est construite en fait sur des abus. Et moi, je crois que quelque part, Freud, en 1896, il avait réalisé en fait cette fameuse culture du viol, en fait. C'est-à-dire le fait qu'il y a énormément d'abus cachés dans la société. Il l'avait réalisé, mais la société n'était pas prête. Et donc, du coup, il a révisé sa copie et il a fourni à la société une théorie qui ne pouvait que lui plaire, qui allait dans le sens du déni. Et c'est pour ça qu'il a eu tant de succès. C'est-à-dire qu'après, vous alliez voir un psy parce que vous aviez par exemple des cauchemars ou vous aviez des visions, par exemple, imaginons que vous avez été abusé par un prêtre, vous l'avez en partie oublié, et vous aviez des cauchemars où un prêtre vous abusiez, eh bien vous alliez voir un psychanalyste qui allait vous expliquer que non, c'était vos fantasmes inconscients en fait. C'est horrible. En fait, c'est horrible. Moi je m'indigne. Et je ne suis pas le seul, hein. Si vous allez sur Carl Zero TV, si vous allez sur Dragon Bleu, la chaîne de Sophie Robert, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont conscience en fait de tout le mal et de toute la catastrophe de ce que la théorie freudienne a créé. C'est-à-dire que c'est littéralement une machine à déni. C'est une machine intellectuelle. C'est un système intellectuel qui a été conçu pour ne pas voir, qui a été conçu pour se couvrir les yeux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et Alice Miller, qui est une célèbre psychanalyste que j'aime beaucoup, elle a écrit un livre qui s'appelle La connaissance interdite. Et avant, elle était donc psychanalyste, et puis finalement, elle s'est émancipée du mouvement freudien. Là où elle est très brillante, c'est qu'elle s'est émancipée avant 2006. Hein. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, elle a eu l'intuition en fait de ce que les lettres de Freud ont révélé, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des abus dans la famille de Freud et qu'en fait, Freud était lui-même en déni. Et elle a écrit une théorie où elle explique ce que je vous ai un peu exprimé. C'est aux pages 71 et 72. Ça s'appelle « Les théories boucliers ». Et je vais vous lire un peu ce qu'elle dit à propos de la psychanalyse. Les opinions les plus ardemment défendues sont généralement les théories qui ne sont pas justes, mais qui concordent avec notre système d'éducation. En érigeant en dogme ces affirmations fausses, l'individu se protège d'un éveil douloureux. Les théories freudiennes de la sexualité infantile, du complexe d'Œdipe et de la pulsion de mort remplissent les mêmes fonctions. Freud avait découvert, à l'origine, à travers ses traitements encore en partie fondés sur l'hypnose, que toutes ces patientes et que tous ces patients avaient été des enfants maltraités, et qu'ils racontaient leur histoire dans le langage des symptômes. Communiquant sa découverte au psychiatre en 1896, il se retrouva absolument seul avec ce savoir, qu'aucun de ses collègues spécialistes ne voulait partager avec lui. Il ne supporta pas longtemps cet isolement. Quelques mois plus tard, en 1897, il qualifia les récits d'abus sexuels que lui avaient faits ses patients et patientes de purs fantasmes, relevant de premiers désirs pulsionnels. Le grand sommeil de l'humanité, brièvement troublé, put se poursuivre. Donc c'est édifiant, en fait c'est les mêmes conclusions que moi je vous fais, c'est-à-dire que le complexe d'Œdipe a débarqué et fait fureur en Europe, a propulsé Freud au rang de célébrité internationale, et qu'en fait c'est une théorie qui est construite sur le déni de la réalité des abus dans la société. Et c'est une théorie dont la fonction psychique est de ne surtout pas qu'on réalise en fait que les névroses prennent leur source dans des traumas non conscientisés. Ce qui aurait été une bombe pour la société, parce qu'il y avait tellement de névrosés, tellement d'hystériques,
que ça aurait voulu dire quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des abus partout. Et c'était inacceptable, irrecevable. Et d'ailleurs, alors là, mais on arrive dans un truc de dingue, c'est que même quand Freud il se confie de ça, il le confie à Wilhelm Fliess, et on a découvert plus tard que Wilhelm Fliess, donc la personne à qui Freud se confie, qu'il réalise que ses patients et ses patientes ont vécu des abus, que son père est un abuseur, on a réalisé plus tard que Wilhelm Fliess lui-même était un abuseur. Donc en fait, c'était impossible de dire la vérité au monde, puisque quand Freud y réalise ça, ses collègues sont des abuseurs, ses patients sont abusés et ne peuvent pas rentrer en contact avec l'abus, les personnes à qui il se confie sont des abuseurs, son propre père est un abuseur. Donc en fait, Freud, c'était impossible à cette époque de dire la vérité au monde, puisqu'il y avait tellement d'abuseurs qu'en fait, évidemment, tout le monde l'aurait viré, parce que personne ne voulait regarder en face l'horreur du comportement des gens, en vérité. Donc en fait, Freud, il balançait un tel pavé dans la mare de la société que c'était inacceptable, irrecevable. Il l'a ressenti, ça l'a terrifié, et il a fait le déni. Il a rejoint, en fait, il a collaboré avec le système inconsciemment, quelque part. Il a dit, ok, en fait, tout ça, c'est pas vrai. En fait, le problème, il vient des hystériques, c'est elles qui ont des fantasmes bizarres. Voilà. Et donc, du coup, tout était comme ça. Voilà. Comme ça, la société pouvait continuer son gros sommeil et on ne pouvait ne jamais regarder en face la réalité, qui est qu'en fait, il y a des abus partout. C'est un enfant sur 5, hein, on le rappelle. Hein. C'est-à-dire que là, pendant le temps que vous avez regardé cette vidéo, il y a eu des enfants qui se sont fait abuser. Ça, c'est tout le temps en fait. Et le fait que les institutions continuent à promouvoir la théorie du fantasme et la théorie freudienne, c'est assez inquiétant, c'est assez flippant. Ça fait qu'il y a aujourd'hui plein de thérapeutes qui en fait sont formés avec une théorie qui va dans le sens du déni. Mais je le répète, hein, on avale un mensonge que s'il nous sert. Inconsciemment, le mensonge, la fabulation freudienne remplit une fonction psychique, et s'il y a autant de gens qui se retrouvent dans cette théorie fumeuse, c'est que quelque part ça leur sert à quelque chose, consciemment et inconsciemment. Mais c'est une catastrophe. Donc en fait, la théorie freudienne, elle va dans le sens de l'amnésie, elle va dans le sens du déni. Elle participe à garder enfermée la vérité traumatique et donc elle empêche le processus de guérison. En fait, c'est le pompier pyromane. Celui qui prétend vous aider, en fait, c'est celui qui vous enfonce encore plus profondément. En gros, Freud, il a participé non pas à guérir et à éveiller les gens, mais à les endormir encore plus. Et d'ailleurs, Alice Miller, à la page 224 de son livre La connaissance interdite, dans son chapitre Pourquoi je refuse la psychanalyse, elle se positionne très clairement, je vous lis ce qu'elle dit. Freud avait mis au point, avec sa méthode, un système destiné à se tromper soi-même et qui fonctionne avec une parfaite fiabilité dans le sens du refoulement. Si l'on ne veut pas savoir la vérité sur sa propre vie, on peut trouver de l'aide avec la psychanalyse. On y trouvera en tout cas les moyens de renforcer les vieilles défenses contre les traumatismes subis dans l'enfance et de ne jamais découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. En gros, si vous voulez garder vos yeux fermés, si vous voulez ne jamais prendre conscience de vos traumas, la théorie freudienne est parfaite pour vous. On retrouve une position assez similaire chez Bruno Clavier. Il est un peu moins tranchant qu'Alice Miller, mais il invite tout de même aussi à se méfier de l'approche freudienne pour les mêmes raisons. À la différence que lui, il n'est pas complètement fermé à la psychanalyse, dans son ensemble, il est juste fermé à la théorie du fantasme et au complexe d'Oedipe, enfin au complexe d'Oedipe qui en fait partie. Mais par contre, lui, il jette pas tout, mais il dit voilà, que clairement, si vous rencontrez un thérapeute qui vous dit que lui, son truc, c'est la théorie du fantasme, il le dit en gros, méfiez-vous, quoi. Voilà. Alors moi, je suis plutôt de l'avis de Bruno Clavier, c'est-à-dire que je suis nuancé, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même bonnes à garder, mais au niveau de l'approche psychanalytique, je serais plus du côté de Jung et de Ferenczi, qui me semblent bien plus lucide, bien plus sensible et pertinent que Freud.
Et ils ont été injustement diminués et écartés par Freud, qui était mégalo, qui a pris toute l'emprise intellectuelle, qui était un peu un gourou, hein. Pour moi, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, Jung et Ferenczi sont bien meilleurs que Freud. Ils sont bien plus lucides, bien plus sensibles, ils sont bien plus humbles aussi. Et si vous êtes intéressé par la psychanalyse, je vous invite à aller plus de ce côté-là. Bon, c'est une vidéo qui est un peu pour public averti, où j'ai dit des choses, j'ai été obligé de rentrer dans des sujets qui sont parfois un petit peu sordides. J'ai pas fait ça par complaisance ou par fascination pour le glauque, j'ai fait ça parce que c'était important pour moi pour admettre et comprendre le déni de Freud, de parler des faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, laisser un commentaire. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça soutient la chaîne, c'est important. Pour tout contact pro, une adresse mail we.have.e.dream.contact@gmail.com, wehaveadream@gmail.com. We Have a Dream, c'était le nom de la chaîne à l'origine parce qu'au début je faisais des traductions de discours de Martin Luther King et j'ai gardé l'adresse mail wehaveadreamcontact@gmail.com. Donc ça c'est pour tous les contacts pro, si vous voulez une consultation, une collaboration, tout ça, vous passez par cette boîte mail. Pour d'autres contenus sur la psychologie, je vous invite à regarder mes vidéos sur la sidération et sur la dissociation. Merci et bonne journée!